Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Hummer H3 V8 Alpha. Donc nous voilà partis pour le test de ce Hummer H3. Donc je suis avec son propriétaire. Merci déjà de m'avoir invité pour tester ce petit monstre. Pas de soucis, merci à toi d'être venu, c'était pas tout près. Ouais, c'est vrai que grâce à vous et à Utip, j'ai réussi à avoir un peu de financement, ce qui me permet maintenant de me déplacer un peu plus loin pour faire les tests. Donc là, on est près de Valenciennes, dans le nord. Ça m'a pris à peu près 3 heures de route pour venir, mais je pense que ça valait le coup pour tester cette grosse américaine Hummer H3. Et donc rappelle-nous, la motorisation c'est le V8 de 5 litres 3. D'accord, la plus grosse, il y avait pas. Ouais, c'est pour le H3 c'était le plus gros, après pour le H2 c'était 6 litres 2, la plus grosse motorisation en essence, et sinon après c'était le 6 litres 5 Duramax du H1 mais qui était diesel. D'accord. Et donc ce moteur, il produit combien de chevaux? Il fait 305 chevaux, après est-ce qu'il les a encore maintenant, je sais pas. Et après il y a encore les calculs, je sais pas si c'était fait avec de l'éthanol, avec de l'essence, etc. Mais donc c'était autour de 305 chevaux. Ok. Donc, tu nous parles de l'éthanol, on va en parler tout de suite. Donc ce véhicule, toi tu le fais tourner pratiquement que à l'éthanol. Ouais, de base il était 100% éthanol. Après il y a toujours des soucis puisque quand il fait vraiment froid, etc., c'est vraiment une tannée même s'il est conçu pour. C'est pour ça que là on est en hiver, il faisait très froid la semaine dernière, donc il est 1 tiers 95, 3 tiers 85. Ok. Mais sinon l'été il est 100% E85 sans souci, il démarre nickel, c'est juste une température négative, comme tu as déjà dit dans d'autres vidéos, où ça a toujours un temps pour démarrer. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Mais donc tu nous dis qu'il est comme ça de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification? Non, ouais, de base il est E85, c'était juste après le souci c'était par rapport aux boîtes de vitesse où il a été reprogrammé, puisque comme il a que 4 vitesses et que les vitesses étaient plus étagées façon américaine, donc en gros leurs autoroutes qui de mémoire dépassent pas le 110, ça fait qu'en fait il était vraiment pas possible de rouler en 4ème sur l'autoroute, il était à pratiquement 4 ou 5 000 tours, il supportait pas du tout, donc ça a été remodifié pour que les rapports soient un chouïa plus européen pour nos autoroutes et nos limitations, mais c'est la seule bidouille qu'il y a eu. D'accord. Bon, on est parti tout de suite à parler technique et j'en oublie le principal. Donc Hummer, déjà, qu'est-ce que c'est que cette marque? Si je me souviens bien, le premier Hummer, c'était donc un dérivé du Humvee, le véhicule militaire utilisé par l'armée américaine, qui avait été modifié afin d'être utilisable sur la route à la demande d'Arnold Schwarzenegger. Ouais, c'est ça, pour le film Predator. Voilà, c'est le premier à avoir voulu ce véhicule-là sur la route, alors que clairement, c'est le premier Humvee, le H1, il a rien à faire sur la route. Non, clairement, et en plus, il est même pas conçu pour vraiment rouler, il dépasse pas le 80-90, la vraie version militaire. Et un truc aussi que peu de gens savent, la première version, le H1, est disponible uniquement en diesel. Ouais, il est 100% diesel. Après, c'est normalement pour le couple, etc. et pour son usage, lui, il devait pouvoir tirer un peu n'importe quoi, donc forcément. Je me demande aussi si c'est pas parce que
l'essentiel des véhicules militaires sont au diesel en fait. Bah ça je savais pas. Histoire de pas, par exemple tout ce qui est tank, les gros véhicules blindés, essentiellement c'est soit du diesel, soit des turbines pour l'armée américaine. Par exemple le Abrams c'est une turbine d'hélicoptère mais elle tourne au diesel. Ouais bah c'est vrai que c'est posé à plat, c'est vrai que oui ça fait qu'un carburant. Peut-être comme ça qu'ils ont plus de facilité à trouver du carburant. Enfin après c'est une supposition. Non c'est là j'ai pas de certitude. Mais donc après qu'ils aient commercialisé ce véhicule militaire en version on va dire civile. Ouais, le H1, puisqu'à la base c'est le Humvee normalement, qui est devenu H1 en version tourisme. Ensuite ils ont sorti le H2 qui était un véhicule différent, qui n'a rien à voir avec un truc militaire, qui était vraiment fait pour la route. Et la dernière version, ce H3, qui est le plus petit des trois. Et peut-être le plus entre guillemets utilisable sur nos routes. Donc ce H3, tu l'as depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi. Et pourquoi est-ce que tu as voulu ce véhicule? Est-ce que c'est parce que tu as eu une opportunité, tu as vu ça et tu t'es dit pourquoi pas? Ou est-ce que tu cherchais vraiment Non, vraiment depuis mes années lycée, depuis l'époque où ils avaient sorti le H2. En gros, j'étais fin de collège, début lycée, et j'étais vraiment fan. Après, il y avait toutes les émissions, la Pimp My Ride, etc. Et donc, il y avait Exhibit, quand il arrivait dans le garage West Coast Custom, il y avait toujours un H2 qui était là en dub. Après, je suis pas un gros fan de dub, mais j'étais un gros fan du Hummer. Et au final, je me suis dit qu'un jour il m'en faudrait un quand même. Après, j'avais pas pris les notions de l'essence, GPL, E85. J'étais juste, il m'en faudrait un jour. D'accord. Après, il a fallu accumuler de l'argent pour pouvoir le prendre. Mais ça a été très long. Et après, il y a eu tous les soucis de tous les véhicules maintenant qui sont en France, surtout les H2. Déjà, il faut qu'ils soient homologués pour être en gros en véhicule léger, parce que sinon c'est des poids lourds. Donc il y a beaucoup de Hummer qui sont en plaque espagnole, belge, italienne. Tout cela en fait c'est parce que clairement ils n'ont pas l'homologation. Donc en fait c'est inassurable en France, c'est pas de carte grise. Là c'est fini. Donc tous ceux qui sont à 10, 15, 20 000 euros des H2 sur le bon coin, quand il y a la plaque étrangère, de base c'est parce que c'est un poids lourd, ça sera toujours un poids lourd, même le H2 français, mais juste on pourrait pas le conduire légalement, c'est impossible. Et donc j'en ai toujours voulu un, et ça a été super long. Donc avec mon ex petite amie, on avait cherché pendant très longtemps. On en a vu plein qui étaient dans des états pas possibles, et ça en faisait mal au cœur déjà. Et après il y a eu celui-là qui a été trouvé dans une petite concession dans le 60, une personne qui a acheté un X6 à la place de celui-là. Et en fait, dès que je l'ai vu, après, on est parti, mais on avait laissé un chèque d'acompte parce que juste je le voulais. Et en fait, après 2-3 mois après, le temps de faire le virement, les papiers, les contrôles techniques, etc., je l'avais récupéré. Donc, en gros, ça c'était fin 2017, fin 2016, début 2017. D'accord. Et donc tu disais que tu voulais ce véhicule, on dira essentiellement en fait pour son look. Ouais, c'est clairement. Et le côté véhicule imposant américain. Et le côté c'était le véhicule, j'ai eu un coup de cœur. J'ai tombé amoureux de ce véhicule-là. Donc après c'était, il y avait même plus de questionnement raisonnable derrière. C'était juste, j'étais amoureux de cette voiture, il me la fallait parce que juste c'était celle-là que je voulais. Il n'y avait plus rien de raisonnable. La carte grise, elle coûte à peu près 2300 euros. Ça fait, tu te souviens du nombre de chevaux fiscaux peut-être? 23 chevaux fiscaux. 23. Ouais. On en a parlé tout à l'heure, donc c'est la version la plus puissante qui est motorisée par un V8. Tu nous as dit que tu roulais à l'éthanol. Maintenant la grande question c'est la consommation. Alors, en gros, sur autoroute, si on est à 110 et qu'on est au régulateur de vitesse, c'est 20, 21, 22 litres, c'est nickel. Si on est à 130, on fait vraiment le 25 et là, il n'y a rien à y faire. Et dans les bouchons, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être à 28, 30 litres sans souci. Le faire avancer, le faire freiner, il supporte pas. Donc ouais, après c'est un gouffre. Après il a 90 litres de réservoir, donc t'as quand même de la marge, même si ça tombe super vite, t'as de la marge. Mais ouais, c'est entre 20 et 25 litres au 100. Ouais, tu fais là je fais un Valenciennes Paris, j'arrive, je suis un peu en dessous de la moitié.
Bon, donc maintenant que vous connaissez un peu plus ce véhicule, je vais essayer de vous donner mes impressions. Déjà, depuis tout à l'heure, je roule et ça se prend en main super facilement. C'est sûr qu'on est relevé. J'ai en fait l'impression d'être à la même hauteur que si j'étais en train de conduire une camionnette. J'ai jamais testé d'autres 4x4 de ce gabarit avant, donc ce qui me vient en tête, c'est ça. J'ai déjà conduit des trafics, ce genre de véhicule. On est surélevé un peu de la même façon. Actuellement, on est sur l'autoroute. Le véhicule roule facilement jusqu'aux vitesses légales, mais c'est clair que le fait qu'il n'ait que 4 vitesses, c'est quand même assez limite. On sent qu'une 5e, ça aurait clairement aidé. Là actuellement, je suis environ à 120, je suis un petit peu plus de 2000 tours. Alors j'ai pas regardé tout à l'heure, il y a un petit afficheur qui nous indique le kilométrage, et c'est en kilomètres d'ailleurs. D'ailleurs le compteur est lui aussi en kilomètres, ce qui est relativement rare sur les grosses américaines. Mais est-ce qu'on peut avoir la consommation moyenne ou instantanée sur ce véhicule? On l'a pas. Ils ont pas osé? Non, je crois que chez eux, c'est une data qui est pas spécialement intéressante et pertinente pour eux. Donc ouais, on l'a pas. On peut l'avoir avec toutes les bidouilles OBD, etc. Mais de base. De base, ça y est pas. Quoi. De base, non. Ils préfèrent te dire que tu as le frein à main ou la porte ouverte. La conso. C'est pas la priorité. Ok. Bon. De nouveau sur les impressions à la conduite, là on est sur l'autoroute et c'est clair, comme je vous l'ai dit, on a une position surélevée. On sent aussi que le format de ce véhicule est clairement un peu cubique. On sent la pression de l'air, le bruit en fait de l'air est assez présent dès qu'on commence à être au-delà de 110-120 km/h. C'est pas très mal insonorisé, on arrive à parler, il n'y a pas de problème, mais il y a ce bruit typique d'un véhicule qui a beaucoup de prise au vent. Le fait d'être surélevé, forcément, ça apporte un confort niveau sécurité et aussi pour jauger un peu le gabarit du bestiau, on va dire. Lorsque on se déplace d'une file à l'autre, là sur l'autoroute, le gabarit est assez facilement gérable. On a d'assez bonne visibilité sur ce qui se passe autour de nous car les deux rétroviseurs sont vraiment très grands. Le rétro central par contre lui nous montre pas grand chose parce qu'en fait la vitre est relativement étroite et surtout on est gêné par la roue de secours qui prend un petit peu de place. Quand on veut prendre des informations autour de nous, les vitres sont rectilignes les unes avec les autres, ce qui fait qu'on arrive assez facilement à savoir ce qui se passe autour du véhicule. Après, là où ça peut devenir pénalisant, tu me diras si je me trompe, je pense que c'est en ville, lorsqu'il y a des véhicules assez bas, petits, on les voit pas en fait. Tout à l'heure, quand on est parti de chez moi jusqu'au lieu de tournage, quand tu étais derrière, par moment, je te voyais plus. Je voyais que sur les côtés, donc ça c'est hyper problématique par moment quand même, puisque si je veux faire une marche arrière, que j'ai la tête un peu en l'air, etc., et que tu recules, il peut y avoir une possibilité qu'il y en ait une qui soit juste derrière et que tu le recules dedans. C'est un problème. Après devant, non, j'ai jamais eu trop le souci puisque tu vois vraiment, mais derrière avec la roue, il suffit qu'il ait fait un peu moche et en fait toute la poussière aussi et la saleté elle se colle à la vitre derrière et ça fait qu'après déjà le rétro central et la vitre derrière tu peux oublier, c'est plus quelque chose qui peut te servir pour conduire. Mais ouais derrière ça arrive souvent que des voitures disparaissent et en plus dans le nord, plus qu'ailleurs en tout cas quand j'étais dans les Yvelines, il y a vachement de voitures sans permis. Ouais. Et les voitures sans permis quand elles sont juste derrière, j'ai déjà eu le coup. Tu les vois pas? Non, tu les vois pas. Déjà, tu les entends pas ou alors tu dis que c'est autre chose. Mais ouais, derrière, c'est un vrai problème. Alors, nous sortons de l'autoroute. Ça me permet de tester un peu le freinage. Je reste sur la voie de droite. On va essayer à droite, comme ça, on va essayer de te trouver un endroit pour faire un 0 à 100 pour repartir. Donc le freinage a l'air tout à fait classique. C'est ni super performant ni mou. Pour quelque chose qui doit freiner 3 tonnes, moi je le trouve impressionnant quand même. C'est sûr que vu que le poids du véhicule, ça marche comme n'importe quelle autre voiture en fait. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est ça qui est impressionnant. Mais on se retrouve pas, tu vois. Non, on n'est pas scotché. Mais quand j'ai déménagé, j'ai conduit une camionnette et à peu de choses près, c'était ces poids-là quand elle était pleine et tout. Et il fallait vraiment aller chercher le frein pour avoir vraiment une vraie sensation de freinage. Mais lui, bon, c'est pas ouf en soi, mais il freine bien. Allez, il n'y a personne derrière, je tente un petit freinage. Non, c'est vrai qu'il freine plutôt bien en fait. Pour le poids, après c'est pas une dinguerie, il y a forcément des meilleures voitures, les Mégane RS, etc. Elles arrêteront mieux.
Mais juste que pour le poids, je trouve non, c'est qu'il se stoppe bien. C'est vrai, puis la sensation à la pédale, elle est plutôt bonne. On n'a pas une espèce de, comme parfois un seuil de déclenchement où en gros il se passe rien, puis d'un seul coup ça pile. Là c'est progressif, on arrive facilement à jauger la pression. Non, le frein c'est plutôt pas mal. Allez, j'accélère un peu fort. Il n'y a que là où on entend un peu le V8. C'est clair. Donc le V8, je voulais enregistrer le son tout à l'heure, comme je fais très souvent sur mes tests à l'arrêt. Et au final, on ne l'a pas fait parce que le moteur, quand il est au ralenti et même quand il accélère un petit peu sur place, on ne l'entend pas, quoi. Il n'y a que dans ces situations-là, quand on pousse vraiment l'accélérateur et en charge, qu'on l'entend un petit peu. Et encore, je dis un petit peu. Ah ouais, parce que c'est vraiment très discret, quoi. Ah oui. Bon, parlons un petit peu maintenant des aspects pratiques de ce véhicule. C'est un gros 4x4, donc on est en droit de s'attendre à un minimum de praticité. Ouais. Et pour avoir fait le tour du véhicule avec toi tout à l'heure, je trouve qu'au final, la praticité, elle est plutôt limite en fait pour un véhicule de ce gabarit-là. Donc commençons par décrire un peu ce qu'on a aux places avant. On a forcément une boîte à gants qui est plutôt petite par rapport au gabarit du véhicule. Les rangements dans les portes sont ridicules. C'est franchement, on a l'impression qu'ils ont juste voulu faire un truc où on puisse, glisser des feuilles. Même un portefeuille, ça a du mal à rentrer. On a la coudoir centrale qui s'ouvre avec un espèce de compartiment à 2 étages. Donc ça, c'est plutôt pratique. On a des espèces de petits vides-poches au milieu comme ça, mais globalement ça manque d'aspect pratique, je trouve, sur l'avant. Et à l'arrière, on a un truc qui est assez atypique. À l'arrière, on a même un gros double porte-gobelet qui est intégré dans la banquette arrière. C'est du plastique assez bas de gamme, comme je dirais un peu l'ensemble du véhicule et des américaines. C'est de notoriété publique que les américaines, jusqu'à très récemment, et peut-être même encore sur certains véhicules récents, les intérieurs, on a l'impression que c'est du plastoc recyclé, c'est pas super qualitatif. Mais bon, heureusement, l'avantage des plastiques durs, c'est que dans le temps, ça dure plutôt bien. Mais c'est très sensible aux rayures et parfois il se décolore avec les UV. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas, quoi. Donc vous pouvez voir que grimper à l'intérieur c'est super facile parce qu'il y a des poignées partout. Vous en avez une sur le côté, vous avez la poignée sur la porte et une autre au plafond. Donc ça c'est super facile. Une fois à l'arrière, on est bien assis, les sièges en cuir sont vraiment confortables. Par contre, la position est assez inconfortable parce qu'on a le sol qui est très haut. Ce qui fait qu'on a les genoux qui remontent énormément. Moi je fais que 1m70. Ça me gêne déjà un petit peu, donc forcément quelqu'un de plus grand que moi serait encore plus gêné. Par contre, vu que le toit panoramique s'arrête uniquement pour les places avant, on est dans une situation très sombre en fait à l'arrière. Les vitres sont teintées, il n'y a pas ou peu de luminosité pour les passagers. Donc on disait tout à l'heure sur les rangements, il y a juste ce double porte-gobelet à l'arrière et en fait pour les places arrière, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. On a le coffre qui est assez logeable. En plus, les deux banquettes sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers, ce qui permet d'agrandir encore le coffre si nécessaire. Ça fait un fond presque plat. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour les rangements. Mais vu que c'est un 4x4, il y a quand même un seuil de rangement qui est assez haut, ce qui peut être gênant quand on a vraiment des trucs lourds à insérer dans le véhicule. Mais là, je dirais que c'est plus le type de véhicule qui est problématique plutôt que le Hummer en lui-même. Bon, le poste de conduite est assez classique. Les sièges sont vraiment confortables et les cuirs ont l'air d'assez bonne qualité. Par contre, n'espérez pas avoir un maintien latéral. Dans les virages, on se balade un peu. En même temps, un véhicule de ce gabarit, on se doute bien qu'on va pas commencer à se prendre pour un champion du Paris-Dakar avec ça. Faut rouler en ayant bien le gabarit et le poids du véhicule en tête.
et ça se passe très bien. Les sièges sont vraiment confortables. Le volant est recouvert de cuir sur la partie extérieure. Donc le véhicule actuellement, il est avec tout un équipement qui permet de tracter des choses, que ce soit à l'arrière ou même à l'avant, vu qu'on voit qu'il y a des gros anneaux de remorquage aussi bien devant que derrière. On a la boule, le crochet d'attelage. Tout ça, c'est d'origine? Ouais, tout était d'origine. J'ai juste racheté la boule d'attelage, puisqu'en fait j'avais le trou où on pouvait mettre la boule et mettre la sécurité, la sorte de goupille. Le design de ce Hummer est clairement un peu cubique, ça on l'a déjà dit. On retrouve des aspects qui sont plus ou moins bien étudiés. Par exemple, lorsque vous regardez la découpe de la porte arrière, ça fait que vous tombez directement dans l'intérieur de l'aile arrière. Vous avez de la boue ou de l'humidité qui se met même dans le joint à l'intérieur de la porte. Ça, clairement, je pense que c'est une erreur de conception, ou peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, mais ça fait un peu cheap d'ouvrir la porte d'un véhicule entre guillemets aussi rare et prestigieux et de se retrouver avec les jambes recouvertes de boue parce qu'il y a de l'humidité dans le joint. C'est clair. La face avant du Hummer, c'est très similaire à ce qu'on retrouverait chez Jeep. On retrouve même les espèces de lamelles, il y en a 7. Donc pourquoi est-ce qu'il y a le même nombre de lamelles? Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Jeep et Hummer? Là, j'avoue que je l'ignore. Si l'un d'entre vous a une explication, qu'il n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Donc ce véhicule, tu nous as dit, tu l'as depuis environ 2 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses au final qui t'ont déçu ou auxquelles tu t'attendais pas quand tu l'utilises? Après, l'usage maintenant, vu que là, dans le Nord, clairement, les entretiens, les pièces, etc., tout est moins cher puisque je vais le faire en Belgique. Ouais. Donc là, maintenant, au début, j'aurais dit que c'était l'entretien et toutes les pièces d'usure, etc., où c'était un vrai budget puisque j'avais changé les freins, j'avais changé les disques, les plaquettes. Et en Ile-de-France, c'était quand même méga cher. Mais sinon, après, c'est la consommation un peu atypique, forcément. Les Tesla, elles ont la peur de jamais avoir assez de batterie et de tout le temps aller se recharger un peu partout. Moi, lui, c'est pareil. Dès qu'il y a, je sais pas, dès que je suis à la moitié, je vais déjà regarder sur une appli le 85 parce que je me vois pas faire un plein complet de 98 ou de 95 parce que à peu de choses près, beaucoup trop cher. Il le boit de la même façon. Il y a une petite surconsommation avec de l'E85 forcément. Mais à peu de choses près, pour lui, tout est essence, donc ça change pas grand chose. Donc au mieux peut-être ça doit faire du 18 litres au 100 avec de l'essence pure au lieu d'une vingtaine de litres avec de l'E85. Mais sinon non, j'ai pas de déception, c'est juste. Je vais à droite, pardon. C'est plus tout le reste après qu'on découvre sur le tard. Les changements de pneus, en gros, quand on va chez Noroto, ils regardent avec des gros yeux parce que avec les marchepieds, le poids, etc., ils veulent pas le soulever alors qu'ils ont les pneus. Ça serait trop complexe pour eux juste de dévisser un pneu, de le mettre, etc. Enfin, ils veulent le soulever, faire les 4 et tout. Sinon non, j'ai pas de déception. En assurance, c'est 1 500 € l'année. C'est un budget, mais après, il y a des voitures, je sais pas, une Mégane RS, etc. C'est un peu de choses près. Oui, bien sûr. Allez, on accélère un peu fort. Ouhou. Ouais, quand on accélère à fond, on sent que ça marche quand même. Mais c'est sûr qu'avec 3 tonnes, même 300 chevaux, c'est pas la folie. Mais c'est sympa. Bon, alors, je voudrais même pas voir la consommation instantanée dans ce que je viens de faire. Là, ça crèverait le plafond. Je pense que oui. À mon avis, on serait pas loin des 100 litres au 100. Les amis, bien sûr, aujourd'hui, on le teste sur route, ce qui n'est pas forcément son terrain de prédilection. À la base, c'est quand même un 4x4 qui a des bonnes aptitudes pour faire du tout-terrain ou du tout-chemin. Aujourd'hui, on ne va pas risquer de se retrouver en difficulté dans la forêt. Mais clairement, c'est un véhicule qui est capable de le faire. Là, vous le voyez, on prend plusieurs Dodan à la suite. Il suffit que je le prenne à plus de 30 km/h pour qu'on soit quand même assez secoué. Donc, le véhicule n'est pas ultra confortable. C'est pas un bateau.
contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre sur un véhicule américain qui ont très souvent des suspensions très molles, là les suspensions sont juste fermes comme il faut lorsqu'on roule normalement et sont peut-être même un peu trop fermes sur les gros chocs. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait en usage tout terrain, mais là par exemple vous voyez je suis bien obligé de ralentir pour prendre ce dodan et on sent bien que l'arrière ça tape un petit peu plus, donc à l'arrière les sensations doivent être quand même assez tape-cul je pense pour les passagers. Donc globalement on a vu que c'est un 4x4 clairement atypique de par son look et aussi un peu avec ses performances, parce qu'à l'époque où c'était en vente des gros 4x4 avec plusieurs centaines de chevaux, c'était pas forcément la norme non plus. Maintenant, je pense clairement que si ils ne l'ont pas ou très peu diffusé en France, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de clientèle pour ce genre de véhicule en France. Même maintenant, alors que le délire un peu des SUV est en place, tout le monde veut des gros 4x4, des 4x4 luxueux, des Range Rover, Land Rover, ce genre de choses. Quand on voit celui-ci avec son gros V8 qui consomme, tu l'as dit, entre 20 et 25 litres au 100, même comparé à des véhicules qui auraient des performances équivalentes actuelles, personne, entre guillemets, prendrait un Hummer. Parce que si on veut 300 chevaux avec un moteur moderne, on va être à 15 litres, pas 25 litres. Donc c'est clair que c'est un véhicule de passionné. Si c'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans les mains de n'importe qui. Et je pense que c'est ça qui fait que ça garde une assez bonne cote. Je ne sais pas combien tu l'as acheté, mais j'ai jeté un coup d'œil vite fait sur le Bon Coin. Ce modèle-ci, donc le V8 version Alpha, j'en ai pas trouvé à moins de 28 000 € sur le Bon Coin. Ouais, ça c'est les cotes. Après, il devait avoir les kilométrages qu'il a maintenant. C'était autour de quoi? Tu l'avais vu avec J'ai vu à peu près 100 000. Ouais. Moi, je sais qu'en tout, il m'avait coûté plus de 35 000 €. Ouais. Puisqu'après, il y a déjà aussi la carte grise qui est une sacrée pilule à digérer. Après, la chance qu'on a, c'est que comme c'est du General Motors, toutes les pièces, c'est sur les Rock Auto, etc. Et donc toutes les pièces venues des US. Ça se trouve facile. Base. Ouais, c'est la même base que sur les freins, c'est tout pareil que du Escalade, etc. Mes huiles, je les fais venir depuis les US. Il me faut 7 litres d'huile quand tu fais la. Quand même. Ouais. Donc je les fais venir et ça me coûte une trentaine d'euros en les faisant venir des US. D'accord. Bon, écoutez les amis, je ne vois pas quoi dire d'autre sur ce Hummer H3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, j'hésiterai pas à répondre et je pense que tu iras jeter un coup d'œil si jamais il y en a qui ont des questions pertinentes. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous possédez un Hummer, peu importe la version, donnez-nous votre avis. Aussi, expliquez-nous pourquoi vous vouliez ce véhicule. Est-ce que vous aviez été déçu? Est-ce que au final c'était exactement ça que vous vouliez? Si vous possédez un des H1, H2 ou même les autres versions du H3 et que vous aimeriez que je fasse le test, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça m'intéresse de pouvoir comparer. Et si vous avez un autre 4x4 d'une autre marque, pareil, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravi de pouvoir tester un peu les différences. Je rappelle que si j'ai pu venir ici tester ce H3, c'est grâce à vous et grâce à vos dons sur Utip et Tipeee. Donc merci encore. Je rappelle que tout le monde peut me soutenir avec Utip, c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'inscription. Il vous suffit de regarder des publicités qui durent 30 secondes et je gagne 5 centimes à chaque publicité que vous aurez regardée. Merci d'avance pour votre soutien. Eh bien, je te remercie encore de m'avoir contacté pour tester cette rareté. V à tous et à la prochaine. Hop, allez, on se remet sur la position parking. Tiens, une petite particularité, quand on se met sur le parking, on a les portes qui se déverrouillent automatiquement. Ouais. Ça, c'est... Et quand tu te mets en drive, elle se verrouille automatiquement. Allez, je me remets en drive. Et ça se verrouille tout seul. Ah, et ça, c'est bien marrant, ça. Donc voilà, la petite particularité qu'on découvre juste à la fin.